Je pense qu'il faut passer la parole au public. Merci. Le public, si vous voulez. Je pense que nous devrions écouter Steve Keen, il y en a pour 4 minutes. Il n'a pas pu être là avec nous pour cause de grève. Il est quand même une des figures montantes du droit. Controls under the Eurozone over the levels of government debt and the levels of government deficits and so on. Unfortunately, the government is not the only body which can create money in a market economy, and it is in fact by far the least important in the modern day, because something of the order of 90% or more of the money in circulation is created by private banks every time they create a loan. The mythology mainstream economics has taught us is that banks are simply intermediaries who lend money from one person who is a saver to another person who is a borrower. If that were true, then that loan would create no additional money, and the demand would simply go from being expressed by the lender to expressed by the borrower. That is not the case. And finally, central banks themselves are coming out and saying that this vision of how banks operate is false. The Bank of England did so in 2014. The Bundesbank did very recently in 2017. The simple mechanics are that when a bank creates a loan, it makes an entry on the asset side of its ledger, and it records a simultaneous and equal amount in its liability side when it deposits that money in the bank account of the borrower. What the borrower then does is spend that money, and that money turns into circulation, increasing demand. Now, that could all be positive if that money was spent wisely, was borrowed for wise purposes. But over time, banks have become less and less responsible in how they lend. And now, predominantly, they lend to finance speculation on asset prices, whether that's through mortgages to buy properties, or it's through margin loans, which are extended by stockbrokers to buy shares. This has given us a massively inflated financial sector, which drains the capacity of the productive sector to actually generate real goods and services and real employment. It's what caused the 2008 crisis. I would prefer to see a system in which the banks could only lend for truly creative and innovative purposes. And I would like to see that married with the government creating the money that is necessary for most of us who undertake ordinary transactions. Unfortunately, we don't face that option right now. The one option on the table is for the government to take over complete control of money creation in Switzerland. Now, I see this as a second best option. The best would be a blend. But we are not going to get to that blend while the power to create money resides almost exclusively in the hands of private banks, who have been incredibly reckless in how they lend and led to the financial crisis of 2008 as a consequence. So I support the Swiss referendum as a better system than what we have right now, and a step towards a proper system where innovation is financed by private banks rather than speculation and gambling, as has been the case, unfortunately, for about the last 30 years. J'ai un mot à vous dire qui est un peu le sens spirituel dans tout ça. Il faut penser aux terriens qui habitent cette planète Terre, et il est vrai que la plupart des termes employés dans la financiarisation, la banque, la haute finance mondiale, emploient des jargons propres à elles-mêmes, qui sont incompréhensible pour l'ensemble des humains. C'est un peu la ditrisation du langage des banquiers. J'emploie le mot ditrisation, la complexité volontaire, maligne qui est derrière les mots pour mettre la confusion dans la clarté, la clarté dans la confusion, pour que le kidam moyen ne puisse pas comprendre comment ça marche. Merci, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que nous sommes tous touchés par la haute finance. Elle redescend en cascade. C'est un peu comme la théorie de M. Macron, le ruissellement. Mais il faut revenir au keynésianisme, c'est-à-dire donner par le bas pour que ça remonte.
et non l'inverse. Merci. Alors, monsieur le député maire, qui est un auditeur, a quelque chose à dire. Merci à vous tous. Jacques Miard, membre honoraire du Parlement. J'ai fait 5 mandats dans cette boutique. Et je tiens à dire que, tout en ayant été dans une vie antérieure le conseiller juridique de Trichet, il y a longtemps que je savais qu'il ne fallait pas donner le pouvoir à Trichet. Le problème, il est là. Tu l'as très bien défendu, tu as très bien expliqué comment l'indépendance des systèmes de banque centrale au niveau de la zone euro, c'est véritablement confier à des technocrates la gestion politique du pays et des pays. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de danser sur un volcan. Car on m'avait appris, il y a très longtemps déjà, que la masse monétaire, jadis, changeait de main, mondiale, changeait de main tous les 24 ou 25 jours. Aujourd'hui, nous savons que la masse monétaire, l'équivalent de la masse monétaire, qui change de main chaque jour, c'est équivalent parfois jusqu'à 15 fois le PIB mondial. Et qu'il y a 3 trillions de dollars qui circulent d'un côté à l'autre de la planète, comme vous l'avez dit, en nanosecondes ou presque. C'est du grand n'importe quoi. Oui, alors peut-être. Mais alors moi, ma question est simple. Puisque nous dansons sur ce volcan et qu'il y a un choc systémique qui peut survenir sur n'importe quel fait, que ce soit un fait politique, un fait économique, une banque qui fait faillite quelque part et on n'a pas vu avec l'effet de levier comment ça allait entraîner le système, comment pensez-vous, tu l'as déjà un peu esquissé, qu'on puisse ramener de l'ordre dans ce bordel? Ben oui. Nous avons maintenant des questions qui viennent de la salle. Oui, monsieur Mignon, puis monsieur là, puis monsieur, madame, monsieur... Tout le monde parlera. Bonjour à toutes et à tous, Patrick Mignon. Je suis totalement candide. Je ne suis pas du tout un économiste, je suis pilote de ligne. Je sais, on a tous les défauts en ce moment. Mais je suis aussi surtout vice-présidente de Boula France. Moi, ce que j'entends me terrifie. Jean-Pierre Gérard nous a expliqué qu'il y avait un PIB de 80 000 millions de dollars, milliards de dollars pour le monde, qu'il fallait à peu près 3 fois ce PIB pour que ça fonctionne. Et en fait, on a 1 million de milliards, c'est-à-dire 5 fois le PIB en question, c'est-à-dire que c'est grandement exagéré. La pyramide est inversée. Le financier dirige l'économie sert le kiki aux politiques, monsieur Miard le sait, plus à l'exécutif encore, parce qu'il lui dit si vous ne faites pas comme je demande, et comme on me demande financièrement, je mets les gens au chômage et vous allez en dehors à la prochaine élection. Il faut réinverser cette pyramide. Ici, on est dans la maison des députés, c'est-à-dire non pas seulement des députés en tant que députés, mais la maison du peuple, c'est-à-dire des électeurs et des citoyens que nous sommes. Alors je comprends que le problème suisse est grave et qu'il est touchy, hein, ça se sent. Je pense que si on avait le même débat en France, il faudrait mettre de nouveau des chars et des compagnies de CRS un peu partout, parce que c'est plus seulement dans les cités à problème que ça poserait. Il faut que le peuple puisse gouverner. C'est l'objet d'ailleurs du député. Je rappelle que la Révolution française et la première Constitution, ça a été de faire voter par les députés, les représentants du peuple, une seule et unique loi. La loi de finances annuelle qui permettait de déterminer combien on prenait aux gens et qu'est-ce qu'on en faisait. Ça a été complètement oublié. C'est noyé dans tout le reste. Donc le peuple doit être en tête de la pyramide, c'est-à-dire le politique, qui doit commander à l'économique, commander en finale à la finance pour se servir pour ce dont elle a besoin. Et c'est là que je trouve très intéressante, permettez-moi, je termine ma contribution, l'initiative Monnaie Pleine, parce que c'est ce que Jacques Miard vient de demander, comment on cesse ce grand bordel. Et c'est un moyen, à mon avis, en redonnant le pouvoir au peuple par un vote. Peut-être que ce vote sera comme chez nous. Ça serait étonnant parce que vous en avez à peu près tous les mois ou tous les 2 mois. Peut-être que ce vote, vous allez répondre pour une fois à côté de la question qui vous sera posée et que ça va être un vote de sanction contre les institutions financières. Mais au moins, si on avait ce genre d'initiative, et c'est pour ça qu'Henri Temple, certainement l'a mis avec M. Verbroek, l'ont mis au programme de ce colloque, peut-être que si on avait aujourd'hui ce genre de débat en France, ça pourrait peut-être calmer un peu le jeu. Parce que quand je vous entends, monsieur, je respecte ce que vous dites, j'entends monsieur Gomez, qui est plus énervé, c'est pareil, je respecte aussi ce qu'il dit, mais quand je vous entends vous satisfaire d'un système
où on est... Mais si, le système, vous avez l'air de dire qu'on peut continuer, qu'il est très bien. Moi, excusez-moi, on est sur un volcan, comme le dit Jacques Miard, on est sur un volcan, et le jour où il va péter, je pense qu'effectivement, vous serez atterrés, mais on sera tous sous terre. Merci. Merci. Alors, il y a une dame, non, monsieur, s'il vous plaît, il y a une dame qui a demandé la parole depuis un moment. Ah, bon, allez-y. Oui, mais la dame après. Non, mais vous m'avez donné la parole. Hein. Oui, oui, puis la dame après. Donc, voilà. Moi, je m'intéresse à... Je ne suis ni universitaire, ni député, à mon grand regret, même si je me suis présenté aux élections dans ma circonscription d'Ordogne, mais malheureusement, bon. Donc, voilà. Mais je m'intéresse aux faits monétaires depuis quelques années, une vingtaine d'années. Pas seulement aux faits monétaires, mais aussi au changement de civilisation. J'ai écrit un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelle « Changement de civilisation ». Bon, peu importe. Je veux dire que je crois, personnellement, la thèse de mon livre, en 2 minutes évidemment, c'était que nous sommes en train de vivre nous sommes en train de vivre un changement de civilisation. C'est-à-dire que cette civilisation, il faut le dire, parce qu'on parle de la monnaie, mais on n'a pas parlé de capitalisme. Mais évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Le capital, c'est-à-dire l'invention de la monnaie par les banquiers au XVIe siècle en Hollande, c'est le début du capitalisme, et c'est là que ça commence, c'est là que toute l'histoire du capitalisme commence. Donc on ne peut pas parler de monnaie si on ne parle pas de capitalisme, de ce qu'ont écrit tous ceux qui... Alors là, je m'excuse, je vais essayer de faire très vite parce que je vais essayer de passer beaucoup d'informations en même temps, mais il y a un excellent ouvrage, par exemple, de M. Serge Latouche qui s'appelle « L'invention de l'économie », parce que, à mes yeux, l'économie n'est rien d'autre, enfin l'économie orthodoxe, bien sûr, parce qu'il y a des tas d'économistes qui ne sont pas dans ce courant, mais l'économie orthodoxe n'est rien d'autre que les règles du jeu du capitalisme, point à la ligne. Et les banquiers ont leurs économistes pour défendre leurs règles du jeu. Et cette règle du jeu est caduque. Il va falloir se mettre ça dans la tête. On marche sur la tête sur cette planète. Il faut voir les dégâts que cause ce système, non seulement à l'environnement, bien entendu, les dégâts humains, etc. Le capitalisme est né pour répondre à la rareté. Mais le problème, c'est que ce qui n'était pas rare à l'époque, c'était les richesses naturelles. Et par contre, ce qui sortait des moyens de production était infime. Et donc le capitalisme répondait à cette rareté. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous avons des richesses naturelles qui sont, comme chacun sait, en déplétion. Par contre, ce qui sort de nos moyens de production est en abondance. Il ne faut jamais oublier que la crise de 1929 est une crise de surproduction. Donc, le problème, c'est que ce système monétaire doit à tout prix conserver la rareté pour se survivre, et que la bande d'escrocs qui manipulent ce système, pour ne pas les nommer les banquiers, et si certains virent leur cutie, moi je trouve que c'est très bien, mais soyons clairs. Soyons clairs. Les banquiers ne sont rien d'autre que des profiteurs et les gens les plus intelligents, enfin des gens intelligents qui sont, comme dirait monsieur... Un philosophe, un poète du siècle qui a écrit La part maudite et la notion de dépense. Georges Bataille, tout à fait. Ne sont que ceux qui profitent de cette part maudite. Donc les banquiers profitent allègrement de la part maudite, comme les seigneurs qui faisaient la fête et qui faisaient la guerre, n'avaient absolument aucune fonction marchande et ne faisaient que profiter de la part maudite. Donc les banquiers sont des gens qui ont réussi, grâce à leur petit cerveau, à profiter de cette part maudite. Parce qu'il y a quand même un scandale immense, c'est qu'est-ce que produisent les banquiers, à part des chiffres sur des ordinateurs aujourd'hui? Rien. Et que toute la richesse est accaparée par ces gens-là. Et le problème, et les gens le comprennent de plus en plus. Donc les banquiers, je suis désolé de le dire, j'ai un frère banquier d'ailleurs, qui est banquier dans une banque en Allemagne. Les banquiers... Est-ce que vous pouvez conclure, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent... Voilà. Non, mais je vais passer la parole à M. Blanchet ensuite. La dame d'abord. Oui, d'accord. La dame l'a demandé depuis longtemps, et puis on peut passer les dames d'abord. Hein. Évidemment, vous avez compris que j'aurais beaucoup de choses à dire sur la question. Bien Je n'ai sûr. pas été invité comme orateur, j'en suis bien désolé, mais... Donc, est-ce que vous pouvez donner le micro à la dame qui l'attend depuis un moment? Et alors, je demanderai à chacun de se nommer et s'il y a lieu de donner sa qualité avant de prendre la parole. Oui, je suis Christine Bière, je suis rédactrice en chef du journal Nouvelle Solidarité. Je travaille avec Jacques Chemiard. Je trouve, comme M. Gérard, que cette initiative, quoique limitée, c'est une initiative monnaie pleine, quoique limitée, est quand même intéressante,
parce qu'elle pose la question de la nécessité de mettre fin à la financiarisation de l'économie en revenant sur la monnaie Banque de France, laquelle nous a permis de faire les 30 glorieuses entre la libération et 1973, grosso modo, avec un peu amputé en 1969, mais elle a permis de faire ça grâce à un crédit orienté. Et donc, je ne vois pas en quoi ceci pourrait poser un problème du tout. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, là où je vois toutes les limites, alors que j'ai mal compris de ce système, c'est le fait que tout est basé sur la monnaie. Or, pour moi, la monnaie est seulement un instrument. Et il n'y a rien, par exemple, sur le crédit public, qui a été la source des 30 glorieuses. C'était quand même le crédit productif public. Or là, il n'y a rien qui est prévu par rapport à ça, et on semble vouloir se limiter à de l'argent qui viendrait donc des impôts, je suppose, et des frais de seigneurie, ce qui permettrait d'accroître un peu la masse monétaire. Donc ça me paraît totalement insuffisant, puisque la véritable source des richesses d'une nation, c'est quand même le futur, la possibilité d'orienter un crédit vers les investissements du futur, dans la recherche, dans la science, dans l'industrie. Or, actuellement, il n'y a rien qui semble prévu dans ce système pour ça. Par exemple, je regarde les 3 banques. Je suis complètement favorable à la séparation bancaire, bien sûr, mais cette séparation-là ne permet pas vraiment des investissements productifs à long terme. Ou alors, on les met aux banques de marché, ce qui me semble revenir à nouveau donc, au même problème, puisqu'on a une première banque qui est une banque qui gère juste les comptes des particuliers, donc sans transformation. Une deuxième banque qui fait un tout petit peu de transformation, mais à très court terme et moins que le terme du crédit. Et enfin, donc, les banques de marché. Donc, ça veut dire que les gros crédits qui devraient être investis dans les investissements du futur, dans l'intelligence artificielle, le nucléaire, etc., l'espace, par exemple, reviendrait donc dans ce système-là, aux banques de marché, ce qui me semble complètement aberrant. Donc, alors sinon, l'autre chose, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par sortir les comptes des particuliers hors bilan, puisque hors bilan, ça serait quand même toujours sous contrôle des banques. Est-ce qu'elles sont vraiment protégées, donc, ou pas, puisqu'il y aurait hors bilan ou... Voilà, ça c'est quelques questions qui nous posent. Oui, merci madame. Sur le hors-bilan, les jurys sont une réponse. Hein. Un dépôt est un dépôt, on n'a pas le droit d'y toucher. Oui, mais si ce dépôt-là fait partie d'une banque qui, elle, fait faillite, c'est le fait qu'il soit hors-bilan ou pas. Quand même. Ça ne tombe pas dans la masse. Alors, monsieur, vous présentez, s'il vous plaît. Je m'appelle Gérard Fouché, j'ai écrit il y a quelques années un bouquin qui s'appelle Les secrets de la monnaie, changer la monnaie pour changer le monde. À l'époque, beaucoup de gens et même beaucoup d'économistes nous disaient « Vous êtes fous, là, les banques ne créent pas de monnaie, c'est pas possible, la banque, c'est la banque centrale. » Maintenant, les gens nous disent « Mais il faut laisser les banques créer de la monnaie, vous êtes fous. » Donc ça a un petit peu évolué quand même, c'est pas mal. Donc je voudrais juste dire un petit mot pour répondre en particulier à M. Sterdinac qui se demande pourquoi, mais comment ça se fait si c'est tellement bien que ça n'ait jamais été effectué, cette fameuse réforme monnaie pleine depuis tant de siècles que la monnaie existe. Et puis on a entendu des grosses attaques sur les banquiers. Mais bon, il faut les comprendre, les banquiers. Il faut se mettre à leur place. Non mais vous imaginez, vous êtes le souverain. Vous êtes le prince, le roi, vous mettez votre tronche sur des rondelles en ferraille et avec ça, vous achetez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous faire construire un palais. Vous allez faire construire des routes pour ramener toutes les ressources au palais, à la cour, tous les gens qui s'agglutinent autour de vous, forcément, parce que c'est vous qui faites la monnaie, alors que vous ne travaillez pas. Vous ne produisez jamais rien. Il faut se mettre à leur place. C'est un privilège extraordinaire. Si c'est vous qui aviez ce pouvoir-là de créer de la monnaie sans rien foutre, juste pour acheter les choses, qu'est-ce que vous feriez? Déjà, vous en donneriez à tous vos copains, à vos enfants, à votre famille, et puis après, vous ne sauriez plus quoi faire. Vous diriez, tiens, toi, qu'est-ce que tu proposes comme projet, un truc qui m'arrangerait bien? Ah ouais, toi, je vais te financer. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Un truc qui... Ah non, tu veux démolir mon truc?
Tu veux faire de l'électricité gratuite? Non, non, toi, je t'aurai rien du tout, je te finance pas. Donc vous choisissez les économistes qui vont dire ce qui vous arrange, les économistes qui disent pas ce qui vous arrange, vous les virez. Vous allez financer les partis qui disent ce qui vous arrange, et puis les autres, vous les virez. Hein, on connaît le problème. Vous allez financer dans les universités les chercheurs qui veulent faire des thèses qui ne parlent pas de votre privilège, qui le gardent sous le boisseau. Et puis ceux-là, vous les financez. Puis les autres chercheurs, ben, ils sont obligés de choisir d'autres sujets qui vous arrangent vous. Et puis s'ils ne veulent pas choisir d'autres sujets qui vous arrangent vous, vous les embauchez. Vous leur donnez un bon salaire mirobolant et puis vous leur donnez une commission à gérer. La vie est belle. C'est facile. Et là, je termine avec un point qui est extrêmement crucial pour répondre à votre question, madame, et pour répondre à monsieur Escarnignac. Pourquoi est-ce que des réformes comme ça n'ont jamais été mises en place? Parce que quand c'est vous qui créez la monnaie, vous choisissez les médias, vous choisissez les journalistes, vous choisissez tout. Et en plus, je dirais c'est ça le plus grave, parce que ça touche à la démocratie, ça touche à notre pouvoir, à nous, à notre souveraineté, à nous, de citoyens, d'individus. Qui décide ce projet-là va être financé, ce projet-là non? Eh bien c'est chaque banquier. Il fait son boulot, lui, comme un bon petit pion, tous les matins, il choisit, il a des dossiers, des trucs, des investissements, le gars qui veut acheter son 5e studio à Paris, le gars qui veut faire de la spéculation, et puis il a tous les jeunes qui ont plein d'idées pour nous changer notre monde dans 10 ans, tous les projets de n'importe quoi, de transition écologique, tiens, on en aurait peut-être besoin, de permaculture, de ce que vous voulez, d'énergie renouvelable. Il y en a des choses à changer, il y en a des choses à financer. Ben non, moi ça ne m'intéresse pas si je suis banquier, moi ce qui m'intéresse c'est de préserver ce qui existe, préserver les gens qui me payent. Ça ne m'intéresse pas les gens qui changent les choses. Donc je termine, parce que pour finir avec le point sur madame, c'est finalement chaque banquier, j'ai rien contre les banquiers, ils font leur boulot, ils choisissent tous les matins ce qui va être financé ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque banquier, tous les matins, choisit ce qui va exister ou pas dans notre futur commun. Le résultat, c'est le monde que nous avons autour de nous. Monsieur, et là, la démocratie, eh ben, il n'y en a pas. Parce qu'il y a beaucoup de questions dans la J'ai conclu. Merci beaucoup. Vous l'avez pas entendu, mais j'ai conclu. Alors, monsieur, à la tenue blanche, et puis après, on aura la parole à la gauche de la salle, sans connotation politique du tout. Mesdames, Messieurs, bonjour, je m'appelle Martin Gardeil-de-Sos, je suis né à Carcassonne en 1979. D'abord, un grand respect et une grande joie d'être à l'Assemblée nationale. Ce peuple, c'est le lieu pour débattre et où donc il y a des choses assez violentes, des fois qui manquent de respect, je trouve, parce qu'on accueille quand même nos voisins et amis suisses. Et il y a eu des choses qui ont été dites qui n'étaient pas dans le respect, ça je l'ai un peu regretté. J'aimerais féliciter monsieur à la tête chenue. J'ai beaucoup aimé votre intervention, que j'ai trouvée sage et vénérable. Et j'aimerais, ma voisine suisse m'a prêté la constitution de la Confédération suisse, et j'aimerais vous partager le préambule, ça fait 8 lignes. Au nom de Dieu Tout-Puissant, le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix, dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde. Déterminés à vivre ensemble leur diversité dans le respect de l'autre et l'équité, conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures, sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, arrête la Constitution que voici. Alors, monsieur, oui, vous pouvez faire votre clown, vous n'avez pas arrêté depuis le début. Moi, je vais terminer ma prestation. Non, je peux terminer ma prestation, s'il vous plaît. Quel rapport avec le projet? Non, je termine ma prestation. On peut vous lire la déclaration. Je termine, s'il vous plaît. Fermez-la. Veuillez conclure. Oui, mais j'y viens. Monsieur, vous avez dit qu'il fallait garder la mesure. Oui, j'y viens. Personne de clown ici. J'y viens. Donc, moi, je suis issu de formation, un cursus international en lettres modernes et sciences politiques. Et donc, j'ai une licence en lettres et langues à l'Institut Albert Legrand et un DEA de relations et sécurité internationale. J'ai passé plus d'un an de ma vie à l'étranger où j'ai étudié le système américain, le système anglais, le système israélien.
Donc j'ai trouvé que vous aviez une vision chacun assez intéressante, et c'était intéressant d'avoir des contradicteurs qui sont vraiment dans la virulence, parce que c'est l'état actuel des choses en France. Et je finis rapidement, promis. Moi, ce qui me semble important pour la France, c'est le bien vivre ensemble et s'écouter avec respect. C'est déjà un premier pas vers la paix et le bien vivre ensemble. Je rejoins la participation précédente où on a vu une vision un peu plus globale en parlant d'agriculture. Ce qui nous nourrit, ce qui nourrit l'humanité, ce sont les agriculteurs. Les banquiers, ils sont importants mais ils ne nourrissent personne, d'accord ? Ce qui nourrit les gens, ce sont les paysans, les agriculteurs. Voilà. Premier point. Ensuite, on se rend compte qu'on est dans un monde limité. Et je tiens à dire que moi, en 2022, je serai présent, moi, Martin Gardeil de Sos, pour défendre des idées différentes et j'espère vaincre Emmanuel Macron. Merci, mesdames, messieurs. J'ai une question. Alors, les questions de la partie gauche, je m'empare du micro, je vais plus lâcher, excusez-moi. Il y a des messieurs qui posent des questions. Alors, ici, donc, oui, monsieur. Essayez de vous nommer, être droit au but et garder pas plus de 3 minutes. Arrête de poser des questions. Merci beaucoup. Je m'appelle Philippe Boursier de Carbon. Je ne vais pas vous décliner tout ce que je fais, mais je vous dirai simplement qu'en 2004, j'ai fondé l'ERAMA, l'Alliance internationale pour la reconnaissance des apports. Je l'ai fait de Maurice Allais en physique et en économie. Je l'ai fait avec Jean-Pierre Brissoni, qui dirigeait à l'époque la société Thomson. Voilà. Je termine puisque je voulais dire à propos de Money Plan. Money Plan, les aspects vous ont été exposés en particulier par mon ami Gomez. Très clairement. Je vais y revenir, mais c'est pas ce cas. Surtout ce qui est très clair aux yeux de tout le monde sait qu'aujourd'hui, les banques, les très grandes banques, dites systémiques, d'ailleurs le mot est apparu à ce moment-là, exercent un chantage, il s'agit d'un chantage latent pour que l'impôt arrive au secours de leur gadget. C'est clair. Et pour obliger l'État à les renflouer par le contribuable. Or, cette situation est intolérable. Or, le Money Plan met fin à ce chantage permanent. Et ça, tout le monde le comprend. Et ça amène à des guerres. J'aimerais quand même... C'est la finalité. Merci. Alors la Suisse. Les faiseurs de guerre. Ce que vous dites a certainement en fond... C'est difficile de convaincre en Suisse sur ce genre d'argument, parce que les gens en général savent, ça a été beaucoup traité par la presse, le sauvetage de UBS après 2008 a rapporté à la Confédération, c'est-à-dire aux contribuables, 7,5 milliards de francs. Aux États-Unis, le sauvetage de AIG, qui a été le grand sauvetage américain, a rapporté au Trésor et à la Fed 23 milliards de dollars. On prend aux gens quand même là-haut. C'est un sophisme pour faire croire que c'est bon pour le peuple de travailler pour rembourser les... C'est simple de répondre à ce genre d'argument. Parce que c'est vrai, sur le plan comptable, c'est clair, la Confédération a empoché 6 milliards. Mais en fait, qui a payé ça? Si vous regardez ça, qui a payé objectivement, la crise s'est traduite par une politique économique qui a inondé les marchés de liquidité, les taux d'intérêt se sont effondrés, donc le prix des actifs ont monté, et donc c'est ce qui a sauvé, disons, l'apport de fonds de la Confédération à l'UBS, mais au détriment, en fait, de la spoliation de l'ensemble de l'épargne. Eh oui, le peuple trinque. Donc en fait, je comprends pas ce raisonnement. C'est vrai, attendez, ça c'est un problème factuel. Non, mais je ne comprends pas ce raisonnement. Où est-ce que l'épargne en Suisse a
dû payer. Tout simplement parce que son épargne n'a pas été rémunérée. N'a plus été rémunérée. Voyons. Oui, alors juste un mot. Et ces emprunts n'ont jamais été aussi bas. Bon, on peut discuter à l'infini. Non, on ne peut pas discuter à l'infini parce que les choix au départ sont philosophiques. Je prends la parole. Nous sommes dans un débat philosophique depuis le début de l'après-midi. La question, est-ce que la monnaie scripturale est une monnaie ou non, c'est une question philosophique nominaliste. Et on s'est posé la question avec le Bitcoin récemment. La grande question au sujet du Bitcoin, c'était est-ce que le Bitcoin est une monnaie ou pas? Gérard Lafay, vous ne contredirez pas, lorsqu'on a commencé à parler de monnaie scripturale de manière un petit peu répétée, ça devait être dans les années 70, si je me souviens bien, un grand débat économico-philosophique a été de se poser la question, est-ce que la monnaie scripturale est une monnaie ou pas? Et moi je réponds, Monsieur Fouché, j'en suis désolé, je réponds, la monnaie scripturale n'est pas une monnaie, en tout cas elle ne répond pas aux 3 critères de Stiglitz qui renvoient à Aristote. La monnaie scripturale n'est pas une unité de compte, excusez-moi, mais la monnaie scripturale, elle se formule en euros, en francs, en dollars, etc. Si vous allez vers votre épicier et que vous lui dites, est-ce que je peux vous payer en monnaie scripturale, il vous dira quelle carte vous avez, etc. Ce n'est pas un moyen de paiement universel, c'est toujours vous payez en francs, en dollars, en euros. La vraie monnaie, c'est la monnaie fiduciaire de banque centrale. Moi j'ai envie de payer en le reste, ce sont des liquidités, mais ce n'est pas de la monnaie au même sens que la monnaie fiduciaire des banques centrales. Donc tout le débat repose sur un malentendu, et j'en suis vraiment désolé philosophiquement. Est-ce que je peux Est-ce que la salle peut le voir intervenir justement par rapport à la monnaie? Par rapport à la monnaie, c'est très important. Je voudrais intervenir sur ces différents points. Parce qu'il y a des choses qui ne me paraissent pas tout à fait normales dans ce qui est dit. D'abord, il est clair et net que quand il y a un défaut de paiement quelque part de manière importante dans un pays, la protection ne peut venir que d'une décision politique sur l'ensemble des citoyens du même pays. Je rappelle que quand Roosevelt a voulu introduire le dollar à mi-dot, etc., il s'est fait retoquer par... D'abord, De Gaulle ne voulait pas, mais surtout, il s'est fait retoquer par le Trésor américain qui lui a dit « Mais dites-vous bien que c'est vous et le Trésor américain qui serait obligé de garantir les 400 milliards de dollars de l'époque qu'ils avaient mis. » Donc, autrement dit, c'est inévitable. Si vous avez des crises, quelles qu'elles soient, de production, de paiement, etc., cela ne peut se réaliser qu'avec l'accord du citoyen et de l'ensemble des citoyens. C'est la raison pour laquelle la monnaie est essentiellement un problème national. Et on le retrouve aujourd'hui avec le refus par la Bundesbank, enfin par l'Allemagne, de la protection de ce qui se passe en Italie, en Grèce, etc. Et à juste titre, donc autrement dit, avec l'euro, on a séparé la fonction politique nationale de protection du citoyen dans le domaine économique de l'action monétaire, et on a imaginé que ça se traduirait sans problème. Ben, malheureusement, ça se traduit avec beaucoup de problèmes tels qu'on les a décidés aujourd'hui. Il n'est pas possible de faire autrement. Le problème n'est donc pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, le problème est de s'organiser pour que ça puisse marcher correctement. Et là, on est en face de problèmes très très différents. Et aujourd'hui, il faut complètement séparer, enfin, je veux dire, le problème qui se pose aujourd'hui dans ce qu'on voit, c'est le problème de l'euro. Et pourquoi les Italiens veulent-ils créer une monnaie, une seconde monnaie, dont je ne suis pas sûr qu'elle n'arrive pas avant l'euro aux yeux des Italiens? Je pense que c'est parce qu'il semble très bien qu'il faut se donner les moyens de la souplesse économique, etc. Donc, je crois que là, nous faisons une erreur. La deuxième chose que je voudrais dire à propos de l'histoire monétaire, il faut quand même, d'abord, l'histoire monétaire, elle a commencé il y a très très longtemps. Alors effectivement, ça a couvert. Mais moi, je voudrais rappeler quand même
que les Romains avaient l'usure. C'est-à-dire que les taux de prêt étaient de l'ordre de 50 à 100%. C'est d'ailleurs ce qui crée beaucoup de difficultés au système romain. L'usure était quelque chose de classique chez les Latins, chez les Romains. Ensuite, si vous voulez, l'élargissement a fait qu'on a pu descendre les taux d'intérêt. Mais il y a eu des périodes où les taux ont remonté de manière considérable. Souvenez-vous de Volcker, où les taux d'intérêt étaient remontés à 24-25% pour freiner considérablement la croissance. Donc je crois, là, si vous voulez, qu'on est en train de... Il faut quand même pas dire que l'histoire monétaire est un long fleuve tranquille. L'histoire monétaire est balisée de beaucoup de difficultés, etc. Ce qui, moi, me paraît aujourd'hui grave, c'est que on est en train, et je dirais que ce qu'on a vu dans la discussion, ce qui me paraît grave, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des mécanismes qui permettent de trouver une stabilisation automatique de la création monétaire. On fait toujours confiance à des hommes, à des organisations, etc. Mais ça ne va pas réussir, ça ne marchera jamais. En revanche, tous les mécanismes qui permettent de réaliser un équilibrage automatique de la création monétaire et qu'on arrive à lui rendre sa véritable destination qui est de financer l'économie réelle, alors là on aura avancé. Mais alors là je suis un peu désolé de ce qu'on fait aujourd'hui parce que je repars avec des idées encore plus difficiles, complexes que ce que j'avais auparavant. Une question voilà, ici. merci. De nouveau la salle. Donc le micro. Monsieur, bonsoir. Bonsoir maintenant parce que ça fait déjà un certain temps qu'on est là. Moi je m'appelle Bruno Delabie, je suis simplement économiste, je suis ni suisse ni français, je suis belge, voilà, il a fallu rien. Elle belge. Dis donc bravo monsieur. Merci. Et donc en fait, je suis très content d'être là, je suis content d'être à l'Assemblée nationale ici en France. J'ai aussi ma petite liste, mais je vais faire très rapide, de personnes que je connais, enfin dire d'auteurs en économie que j'aimerais bien donner aussi ma petite liste de références. Donc il y a Jacques Dubois, il y a Marie-Noëlle Dubois, donc sa fille, Maurice Allais également, Bernard Liétard, qui est belge, vous connaissez peut-être, Jacques Rueff, qui a été ministre des Finances, et également il y a Jean Rémy et Gérard Fouché qui sont dans la salle, donc c'est aussi des références pour moi. Donc voilà, donc ça c'est des personnes qui m'ont beaucoup aidé donc, par la compréhension de la monnaie. Ça fait bien 5-6 ans que j'y travaille, et justement, je vais peut-être vous donner un scoop maintenant, mais j'ai la définition de la monnaie. C'est-à-dire que ça fait 3 heures qu'on parle de la monnaie pleine, et je n'ai jamais encore entendu la définition de la monnaie. Et je n'ai jamais lu non plus, c'est ça qui est assez étonnant. La monnaie, c'est très simple, il faut faire l'étymologie. La monnaie, ça vient de moneo. Moneo qui veut dire, en latin, faire souvenir ou avertir. C'est-à-dire que c'est une notion qui est aussi bien sur le passé que sur le futur. Et quand on parle de la définition réelle de la monnaie, il s'agit d'une mémoire de valeur échangeable dans une communauté de confiance. Exact. Ça, c'est la définition de la monnaie. Et quand on parle de valeur, c'est aussi bien des valeurs passées, actuelles, que des valeurs futures. Et c'est ça le crédit. Le crédit, c'est basé sur les valeurs futures. Alors que, normalement, la monnaie qui vient de la Banque centrale est normalement, elle est garantie par l'or, normalement, depuis un certain temps, c'est plus le cas, depuis 71, voilà, je dis 71. Et donc là, on a des valeurs fictives et on a des valeurs futures. Donc quand on dit qu'on ne peut pas donner de la monnaie à des citoyens ou à des projets, bien sûr que si, vu que cette monnaie n'est pas basée sur une valeur, elle n'est plus basée sur une valeur. Donc on peut en créer. Et comme on est dans un pays de comme on est en surproduction, donner de la monnaie, ça ne peut pas créer de l'inflation. Simplement, ça peut augmenter éventuellement le niveau économique, et donc on arrive à un niveau d'équilibre. L'inflation, c'est comme le vent dans un ouragan, entre une masse chaude et une masse froide, ça met en équilibre, ça met en mouvement, ça met en équilibre. Donc, quelque part, ça met de nouveau en équilibre l'économie. Alors qu'on vit dans une économie qui est malheureusement basée sur le capitalisme, qui est basée sur la maximisation. Au niveau de la monnaie pleine, maintenant, quelques mots, et puis je termine. Alors, simplement, je suis pour la monnaie pleine, évidemment, même si je ne vote pas pour la monnaie pleine, parce que je ne suis pas suisse. Voilà.
Mais enfin, quand même, ça permet quand même à la monnaie pleine d'éviter ce qu'on appelle le buy-in. C'est quand même assez hallucinant que le buy-in a été voté en Suisse comme en Europe. C'est-à-dire que la possibilité d'aller chercher de l'argent dans les comptes des gens, et bien là, quand on sera en monnaie pleine, ce sera plus difficile de le faire. C'est pas les comptes de dépôt, monsieur. En tout cas, en Suisse, pas les comptes de dépôt. Oui, mais qui a des comptes de dépôt? Non. Bon, voilà. Non, c'est-à-dire pas les comptes salaires, les comptes de paiement, c'est pas dans l'épargne. L'épargne seulement. Bah, c'est déjà pas mal, l'épargne. Oui, oui. Deuxième chose, L'épargne ne sera pas protégée par la monnaie pleine, donc ce que vous dites, non, c'est pas vrai. bon, bah, je continue. Voilà, de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'ai encore mis? Donc, C'est encore un putain de banquier. attendez, je vais quand même un point que je n'arrive plus à me relire. Donner, oui, donc on peut donc donner la monnaie et pas spécialement la prêter à chaque fois, avec un remboursement. Quand il y a des projets intéressants. Mais là aussi, vous dites n'importe quoi. Oui, La banque prête, l'État donne, c'est la différence. La banque n'a pas à donner. La banque, une banque qui donne, c'est une banque déficitaire, c'est plus une banque. Non, parce qu'elle peut créer la monnaie, la Banque centrale. Donc ça ne pose pas de problème pour elle de donner. Et la dernière chose, je reviendrai sur Bernard Liétard, qui dit en fait. Écoutez, je termine ce que je termine. Malheureusement, un prêt et un crédit, voilà, mais lui aussi c'est va pareil. terminer. Alors, je termine simplement par une dernière idée, puis j'ai terminé. Voilà, tout simplement. C'est comme Bernard Liétard disait qu'il faudrait au moins 2 monnaies en circulation pour que le système soit résilient. Et bien ici, nous avons l'occasion avec la monnaie pleine d'avoir 2 monnaies en circulation, la monnaie pleine et la monnaie privée des banques. Et ça, c'est déjà mieux que d'avoir qu'une seule monnaie. Merci. Merci. Alors nous avons une question Président. Je voudrais juste préciser un petit mot pour M. Sterdignac qui croit qu'un prêt c'est comme un crédit. Si je vous prête mon vélo, j'ai plus de vélo, vous avez mon vélo. Il y a un seul vélo qui est passé de ma propriété à votre propriété. Si je suis banquier et que je vous fais un crédit, je n'ai rien de moins qu'avant. Monsieur, je vous prie de C'est ça la respecter la différence. table ronde. Vous n'avez pas demandé la parole, je ne vous l'ai pas donnée. En revanche, je me suis la demandé. Oui, moi j'ai demandé la parole. Vous lui demandez. Il faut quand même mettre le vocabulaire au point. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. C'est pas correct. Oui. Depuis ce matin, j'ai été le premier. J'ai été le premier à lever la main. C'est seulement maintenant que j'ai enfin droit à la parole. Je vous remercie. Moi, je pose une question à monsieur Nolot. Je m'appelle Pierre. Vous n'avez pas le même résultat avec l'encadrement du crédit. Je m'appelle Jean-Michel Nolot. Pardon. Je voudrais savoir si on n'aurait pas le même résultat avec l'encadrement du crédit. Vous envoyez les coordonnées de l'organisme. Ne vous laissez pas interrompre. Je non, attendez. Il est plus long que moi. Jean-Michel. Vous voulez une réponse? Une personne a demandé la parole, je vous prie de la lui laisser. S'il vous plaît. Je m'appelle Pierre Guillemot et j'ai appris beaucoup de choses dans le domaine de la monnaie grâce à un monsieur qui n'est pas nommé, et c'est fort dommage, Louis Évin. Louis Évin fait partie des pèlerins de Saint-Michel au Canada et j'en fais partie également. J'ai fait le voyage pour comprendre un peu dans quel système pourri nous étions. Et je vous, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, vous avez dit une phrase tout à l'heure en parlant de... Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'avez-vous dit tout à l'heure? Vous avez parlé de... Tu te souviens pas? De l'usure. Eh bien, monsieur, ce n'est pas de l'usure. C'est de la macro-usure. C'est le pire crime contre l'humanité. Et rappelez-vous ce que nous a dit le sénateur Mackenzie, un sénateur américain de son temps. Dans un tel système monétaire, une crise économique est toujours suivie d'une crise militaire. Eh bien, prenez-en conscience. Il y a eu la guerre de 14-18, les citoyens n'ont pas compris. Il y a eu la guerre de 40, les gens n'ont pas compris. Eh bien, si nous ne faisons
rien. Mais pas dans 10 ans. Bien avant, il y aura la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'elle est inscrite dans le programme diabolique. Oui, on a compris. Il nous faut de l'argent sans dette, de l'argent sans taxe, de l'argent qui soit au service de tous, et pas au service de ces maudits personnages qu'on appelle les banquiers devenus banksters et de leurs complices politiciens et politiciennes. Bravo! Bravo! Nous avons une autre intervention. Super. Donc, Raymond Zaharia, je suis ingénieur en retraite. Je me suis occupé de satellites et de fusées. Et dans mon métier, l'histoire, ça n'existait pas. Nous avons tout créé. Donc, le fait que j'ignore un peu l'économie ne me dérange pas. J'ai l'habitude de faire de l'analyse fonctionnelle. Par exemple, une bonne voiture, c'est une voiture dans laquelle, quand on tourne le volant, ça n'actionne pas les freins. Là, l'intérêt principal de la monnaie pleine, c'est justement de séparer des fonctions vitales. D'une part, faire en sorte que l'activité économique dispose d'une quantité adéquate de monnaie, ni trop ni trop peu, et d'autre part, que les projets d'investissement puissent être financés. Aujourd'hui, dans le système actuel, les deux fonctions sont confondues, on ne peut pas les séparer, alors qu'avec monnaie pleine, on fait un pas dans la bonne direction. Je voudrais surtout dire que nous avons parlé ici comme si la Suisse et l'Union européenne, c'était la même chose, comme si nous avions des problèmes en commun. Nous avons des problèmes en commun, mais il y a une différence absolument capitale, surtout dans cette maison ici, au Parlement. C'est que les Suisses, ils peuvent s'exprimer sur des propositions formulées par les citoyens. Les Suisses, ils ont le système qui leur permet de voter non plus pour des partis, c'est-à-dire mais voter sur des questions avec unicité de matière, comme c'est le cas pour la monnaie pleine, unicité de matière. Moi, quand je vote pour un parti, je choisis tout un programme et il y a ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Les Suisses, eux, ils peuvent choisir sur une question déterminée. Donc déjà, ce point-là, il est fondamental. Ici, en UE, nous n'avons pas le choix. Hein? Ici, ce lieu n'a pas le pouvoir de décider tout ce dont nous avons discuté cet après-midi. Il y a des traités, et ces traités s'imposent à nous. Et nous avons un président de la Commission européenne qui dit qu'il ne peut pas y avoir de vote populaire qui soit contraire aux traités. Donc, je voudrais rappeler simplement les conditions dans lesquelles nous sommes. Les Suisses, heureux Suisses, vont pouvoir se prononcer souverainement sur une question absolument vitale pour tous les êtres vivants. Et je trouve que j'envie énormément leur sort. Maintenant, sur la séparation des fonctions, je pourrais continuer longtemps, mais je pense que vous m'avez compris. C'est un système qui est mal foutu, et on fait un pas dans la bonne direction pour séparer les choses. Si vous permettez, je vous remercie de ce que vous dites de la Suisse et des Suisses. J'y suis vraiment très sensible. N'idéalisez pas trop quand même. Mais je sais bien. Oui, je sais bien. D'accord. Et nous avons une culture, j'ai pu constater cet après-midi que nous avons une culture du débat qui est très différente. D'accord, très différente. Il y a quand même le débat. Vous n'êtes pas encore à Monte-Carlo, pour ceux qui... vous êtes quand même beaucoup mieux. Merci, merci. Pour ce qui est... Si vous permettez, pour ce qui est de la dissociation des fonctions bancaires, je constate quand même que la crise de 2008, qui a été une crise du crédit, certainement, une crise de confiance généralisée, n'a pas touché le trafic, la confiance dans le trafic de paiement. Le trafic de paiement des paiements n'a pas été menacé. Et je pense... Qui s'appellent les Grecs. Oui, non, pas le trafic des... Oui, vous croyez que faire payer l'assurance de vie dans un pays membre de l'Union européenne, bloquer le système des paiements, c'est un acte de piraterie, et vous considérez que ceci est légitime? Oui, mais pas... Monsieur Chalère, il y avait une garantie d'État, et vous vous souvenez qu'au summum de la crise, finalement, les États ont dû quasiment tout garantir, y compris les SICAV, donc les banques, les SICAV monétaires, l'interbancaire. Excusez-moi, le trafic interbancaire, les paiements, le trafic interbancaire a été mis
a été bloqué, mais le trafic des paiements n'en a pas souffert. Et si, je suis convaincu que si lors de la prochaine crise, parce qu'il y en aura une, si lors de la prochaine crise, le trafic des paiements, c'est-à-dire les comptes de paiement, ce qu'on appelle en Suisse les comptes salaires, étaient menacés, je pense que le trafic des paiements serait sorti du système bancaire en 4 jours. Il n'y aurait aucun débat sur la question. Les États, en priorité, sécuriserait pour des raisons politiques et sociales évidentes et économiques évidentes, sécuriserait le trafic des paiements en le sortant complètement du système. Vous parlez de sécurité, moi quand je suis né au 7 dernier, si je mettais 1000 francs au chèque postaux ou à la caisse d'épargne, j'étais assuré de les retrouver 10 ans plus tard. Maintenant, ce bien public qui s'appelle la sécurité des encaisses des ménages et des entreprises a disparu. Voilà. Alors, nous avons la monnaie pleine a pour effet de remettre en fonction. Je ne suis pas sûr que ça touche les comptes à vue. J'ai relevé les autres questions, une ici, mais un membre de la table ronde, j'ai la faiblesse de penser qu'ils peuvent s'exprimer aussi, voudrait dire quelque chose. C'est juste une précision en complément de ce que disait M. Gomez à l'instant, c'est qu'effectivement, on en a très peu parlé en Europe, mais au lendemain, vraiment dans les jours qui suivent la faillite de Lehman Brothers, aux États-Unis, tout le monde se demande si dans les fameuses SICAV, il n'y a pas du papier Lehman en grande quantité. Et le Trésor américain donne dans les 8 jours sa garantie d'État sur toutes les SICAV monétaires, c'est-à-dire pour 2000 milliards de dollars. Et il l'a donné pendant 1 an. Et on en a très peu parlé en fait en Europe, mais ça a été spectaculaire. Ce qui me pousse en fait à dire que lorsqu'éclatera la prochaine crise, peut-être qu'en ce qui concerne la France, on sera amené à donner la garantie, par exemple, sur l'assurance vie. Parce que, voilà. Le pognon est déjà pris. Mais, on peut arriver, l'assurance vie en euros, c'est 1400 milliards d'euros. Hein, et le gouvernement américain l'a donné pour les SICAV monétaires. Et ça a calmé les choses, mais il l'a donné pendant 1 an. Si je peux ajouter juste un point à ce que vient de dire M. Lolo, en fait la crise aux États-Unis est arrivée fondamentalement par les SICAV monétaires. Et pourquoi par les SICAV monétaires? Parce que sur les SICAV monétaires qui sont de l'extra-bancaire, il n'y avait aucune certitude sur la garantie des parts. Et tout s'est passé quand le Reserve Fund a annoncé qu'il allait rembourser, enfin que ces parts allaient passer en dessous du seuil de 1 dollar. Ils ont d'ailleurs une expression, voilà, bon, enfin bref. Effectivement, c'est exactement ça. Voilà, absolument. Alors nous avons une question de monsieur, une question de la demoiselle et 3 questions là-bas. Alors, ce n'est point un secret de Polichinelle. On s'attend outre-Atlantique, une catastrophe, l'argent dette, le dollar. Sachant que l'euro est adossé plus ou moins avec les transactions outre-Atlantique, donc le dollar, qu'avez-vous prévu, messieurs les banquiers, les penseurs de l'argent d'aujourd'hui, de qu'est-ce qui va se passer demain pour nous tous? Parce que là, ça va être d'une ampleur mondiale. Et puis on sait que historiquement, on a eu la naissance des BRICS. Donc on a déjà prévu, certains pays ont prévu que ce système va s'effondrer. Là, on est en train de parler de comment on va bidouiller, machin. Mais tout va s'écrouler. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire, messieurs? Je vous écoute. La Chine, monsieur. C'est la Chine qui va intervenir pour sauver le système financier occidental. Je pense que si une crise de ce genre-là se produisait, je pense que la Chine aurait peut-être les moyens de faire quelque chose actuellement. Oui. Mais vous savez, il y a un moment où les États-Unis devront cesser d'être les leaders mondiaux. Hein. Mais nous, on va exploser aussi alors. Non, monsieur, excusez-moi. La parole doit être ordonnée et pas sauvage. Bah, ça fait depuis 1 heure que j'essaie d'avoir. Oui, ça vient. Mademoiselle. Et là, nous avons une question. Moi, c'est juste une remarque, madame, donc ne vous inquiétez pas, je vous passe le micro après. Anna Poulard, je suis doctorante et je rédige une thèse sur le régime juridique des fintech, donc nouvelles technologies et finances, ou comment les fintech mettent fin au monopole bancaire et financier à travers le trading haute fréquence.
ou à travers la crypto-monnaie. Je ne sais plus qui a dit que le bitcoin n'était pas une monnaie ou que c'était de l'escroquerie, mais à vrai dire, sachant que notre réglementation diffère la monnaie d'un moyen de paiement et que la crypto-monnaie étant un moyen de paiement et non pas une monnaie au sens juridique, en fait, nous pouvons utiliser le bitcoin en France. Nous avons un bar et un restaurant dans le 2e arrondissement qui acceptent justement le règlement en bitcoin et en crypto-monnaie. Donc je pense qu'aussi il y a un problème de différence entre monnaie virtuelle et monnaie justement électronique. Et aussi quelques divergences sur les réglementations, mais c'est autorisé. Non, mais c'était juste que je ne parle pas de monnaie de mode, mais juste tout à l'heure j'ai pu en prendre quelques nuances. Voilà, tout à fait. Oui, et juste une dernière chose aussi sur tout ce qui est le troc, la monnaie, le troc serait le passé de la monnaie, mais moi j'ai lu par exemple David Graeber, pareil, il dit que c'est faux, le troc n'est pas le passé de la monnaie. J'ai juste une remarque, en fait je n'ai pas de question, c'est que je vous ai tous observé cet après-midi, et j'ai l'impression que dans le milieu bancaire et financier, la phallocratie a encore de beaux jours devant elle. Bravo! Alors ça, c'était complètement inutile comme remarque, mais je me suis amusé. Et d'autre part, dire que contrairement à ce que vous dites, le troc est bien à l'origine de la monnaie. Il suffit d'aller dans les pays en voie de développement, où il se pratique encore, les poids pour l'or et les dots donnés en chèvre. Donc oui, le troc est bien l'ancêtre lointain de la monnaie. C'est la dame qui proteste ici, veut le micro, je le lui donne. Non pas un commentaire. Les hommes aussi, les hommes ne sont pas... Tout à l'heure, je voulais juste intervenir vite sur deux choses. Je ne vais même pas faire très long. Allez, Suisse. Monsieur Jean-Pierre Haute, le 21 avril, aux ateliers de la côte à Étoile, a clairement dit une chose, que jamais tous les barrages pouvaient sauter au même temps. Vous pouvez demander à monsieur Christian Gomez, il était là. Et que jamais au monde, une seule banque aurait pensé à mettre le trafic des paiements à l'abri si un tel cas se serait produit par rapport à la crise de l'UBS 2008. Donc ça, c'était une réponse que je voulais donner. Et puis je voulais confirmer les dires aussi par rapport à l'article 99 de la Constitution fédérale sur la politique monétaire. C'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce qui est rédigé par rapport à la Suisse. C'est pas long non plus. Donc la monnaie relève de la compétence de la Confédération. Le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération, donc on est bien dans la monnaie fiduciaire. En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. Elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération. La Banque nationale constitue à partir de ses revenus des réserves monétaires suffisantes dont une part doit consister en or. Et enfin, elle verse au moins 2/3 de son bénéfice net au canton. Voilà, merci. Oui, Jean-Pierre Roth, que vous mentionnez, c'est l'ancien président de la Banque nationale suisse, BNS. Il y a deux questions au fond. Le professeur Verbeau, vous voulez intervenir, je crois, non? C'était simplement par rapport à la question sur les crypto-monnaies. Je crois que c'est un enjeu qui est fondamental. Pourquoi il y a aussi des crypto-monnaies? Pour deux raisons. La première raison, c'est effectivement le manque de confiance vis-à-vis du système financier international. Et je pense, monsieur, d'ailleurs, que l'écroulement ne verra pas plutôt du côté du dollar, mais il verra plutôt du côté de l'euro. Car la faiblesse, elle est là, elle n'est pas du côté du dollar. Maintenant, deuxième raison pour le développement du Bitcoin, c'est au fond l'individualisation massive de la société. C'est quoi un Bitcoin par rapport à un dollar ou à un franc ou à n'importe quoi? C'est que quand vous parlez franc, monnaie classique, il y a toujours un tiers. Le rapport à autrui se négocie par rapport à un tiers. Dans le cas du Bitcoin, on est dans pair to pair, comme on dit. C'est-à-dire que désormais, la société, elle est peuplée d'individus totalement isolés. Derrière le mouvement des crypto-monnaies, vous avez le mouvement libertarien. Et donc, effectivement, j'aimerais d'ailleurs que l'on évoque davantage cette chose-là, qui, au fond, terrorise les banques. Et c'est la raison pour laquelle les banques se sentent menacées en tant que tiers, comme les notaires d'ailleurs. Vous savez que déjà en Afrique, la blockchain a remplacé les notaires. La blockchain a remplacé les notaires. Bien. Eh bien, les banquiers travaillent énormément aujourd'hui sur la blockchain parce qu'ils sentent qu'ils peuvent effectivement être évacués de l'histoire. Ben oui. Bon, ce serait une bonne. La directrice du FMI qui s'est ouvertement, publiquement prononcée en faveur des crypto-monnaies. Donc il y a quand même certainement des raisons derrière. Derrière la technologie Bitcoin,
Oui, derrière la technologie Bitcoin, si on remonte très très loin, il y a quand même des technologies d'ARPA. Donc on n'est quand même pas dans l'individualisme du bas de gamme, quoi. On est dans les services de renseignement américains, là. C'est quand même un peu différent. Hein. Et les mauvais payeurs passeront par la CIA. Nous avons des questions au fond de la salle. J'essaie de respecter la diversité, y compris les sexes, quoi qu'on en ait fait penser. Et donc, monsieur, vous vous nommez et vous allez droit au but, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde, merci aux auditeurs, alors aux orateurs. Alors je suis Marc Rénal, je suis fonctionnaire, cadre supérieur de l'État, et j'ai une formation d'ingénieur. Alors le point, alors j'essaie de détendre un petit peu parce que je vois qu'il y a, j'entends même dans les voix, ça prend beaucoup les gens, c'est quelque chose, la conversation est tendue parfois, et même assez souvent. Alors, d'abord, cette initiative, moi, à mon goût, je la trouve excellente parce que ça nous permet de ne plus payer d'intérêt sur l'essentiel de la masse monétaire. Donc ça, c'est un point quand même qui est assez important. Ah oui, Et donc l'autre point, parce que j'ai lu les questions-réponses qui sont publiées sur le site internet et c'est extrêmement riche, il y a beaucoup de choses. Et finalement, ce texte est assez gentil avec les banquiers suisses et, comment dire, n'est pas du tout offensif ou agressif. Et alors, par rapport à ça, il y a quelque chose que je souhaitais dire pour fixer un petit peu les choses. Admettons, vous êtes banquier, je suis banquier, vous avez en capital 100 000 €, donc une petite somme pour un banquier à prêter. Donc c'est juste pour fixer les chiffres, pour mettre le doigt dessus. Donc si vous avez 100 000 € en capital, ça veut dire que, disons que vous soyez un banquier très prudent, donc vous restez dans le ratio Cook de 8%, et ça multiplie votre capital par 12,5. Parce que de 8 € pour aller à 100 €, vous multipliez par 12,5. Donc ces 100 000 €, vous les prêtez, vous pouvez les prêter à plusieurs personnes, et puis pour un total, si vous multipliez par 12,5, ça fait 1 250 000 €. Donc c'est 1 250 000 €. Si vous les prêtez à 2%, ça va vous faire 25 000 € chaque année. Et oui, 1 250 000 €, divisé par 2, ça fait 2,5. Donc divisé par 100, ça vous fait 25 000 €. C'est-à-dire que vos 25 000 €, vos 100 000 € vous rapportent 25 000 € par an. Alors si vous faites ça une année, 2 années, 3 années, 4 années, au bout de 4 ans, même si vous avez... Donc ça rapporte tellement qu'on n'est même pas obligé d'être efficace. Et au bout de 4 ans, vous avez doublé votre capital. À ce moment-là, vous allez prêter 200 000 € selon les mêmes modalités, donc ça va vous en faire 2,5. Et puis donc au bout de 8 ans, vous avez quadruplé la somme initiale. Alors ça, pourquoi? C'est parce que, et ça a été évoqué, ça a été cité tout à l'heure, et le terme exact était celui-ci, c'est celui du privilège de l'émission monétaire. C'est le privilège. Alors, dans cette noble institution, quelque chose qui pourrait être fait, c'est-à-dire faire sauter ce privilège. Et moi, je serais tout à fait content, et je pense que beaucoup d'entre vous seraient très contents de pouvoir prêter avec un capital de 100 000 € que vous auriez déposé à la Banque de France, même sous forme d'or s'ils le souhaitent, et prêter à des tas d'entrepreneurs, des boulangers, des restaurateurs, entrepreneurs de travaux publics. Et moi, je serais très content de pouvoir prêter cette somme-là dans ce niveau de rendement. Et ça permettrait de vivre assez vite, de manière très confortable. Voilà, je vous remercie. Je voudrais simplement vous dire que en fait, le métier de banquier n'est pas aussi simple. Parce que quand vous faites un crédit, par exemple, ça va vous rapporter 4%, vous devez trouver des dépôts, soit ce sont des dépôts à terme que vous devez rémunérer, étant donné quand même qu'il y a une concurrence dans les marchés financiers, l'écart entre ce que vous devrez payer aux dépôts, sur les dépôts à terme et le crédit, cette marge, elle est relativement faible en période ordinaire. Et par ailleurs, la gestion des moyens de paiement, elle est coûteuse. Elle est coûteuse pour les banques. Le fait de s'occuper de vos chèques, de s'occuper des distributeurs, tout ça, ça a un coût pour les banques. Selon les périodes, effectivement, quand le taux du crédit, comme actuellement, est très bas,
Actuellement, le taux du crédit, c'est de l'ordre de 2%. Actuellement, la gestion des moyens de paiement rapporte relativement peu aux banques, et quand effectivement les taux d'intérêt deviennent un peu plus élevés, à ce moment-là, pour les clients, il devient beaucoup plus rentable de détenir des dépôts à terme, donc les dépôts à vue baissent, et donc le métier de banquier, contrairement à ce que vous croyez, n'est pas aussi rentable, parce que naturellement, on est dans un milieu concurrentiel, et d'un côté, effectivement, on reçoit l'argent du crédit, mais de l'autre, il faut payer les dépôts. Et je profite de l'occasion pour rappeler que dans la crise, la question essentielle n'est pas celle des dépôts à vue. La monnaie à pleine ne s'applique que pour le dépôt à vue, qui n'ont aucun rapport avec la crise. Il n'y a aucun problème pour les moyens de paiement. Donc, contrairement à ce qu'a dit mon cher camarade Raymond Zaharias, le problème de la monnaie ne se pose pas. Ce n'est pas un problème de la monnaie. Il n'y a aucun problème de la monnaie au sens moyen de circulation. Il y a un problème crédit. Il y a un problème, effectivement. Le problème, c'est que le crédit est utilisé pour la spéculation. Il faut lutter contre le fait qu'on utilise le crédit pour la spéculation. C'est là le point essentiel. Et dans le projet monnaie pleine, il n'y a strictement rien sur la question. Comment fait-on pour que, effectivement, les parties prenantes, les clients des banques ont leur mot à dire dans l'utilisation du crédit? C'est ça le point essentiel. Voilà. Il n'y a pas de problème de dépôt à vue, il n'y a qu'un problème de crédit, si ce n'est que les dépôts à vue dépendent des crédits. Et donc le niveau, en cas de crise, le niveau des dépôts à vue dépend effectivement des crédits bancaires. Et voilà. Et donc, mon cher ami, on me confond. C'est complètement faux. Vous voyez très bien qu'il y a une explosion de la finance, il n'y a pas une explosion des dépôts à vue. Les deux n'ont strictement rien à voir. Alors, il y a une question. Il est 6h15. Oui, il ne reste que 2 ou 3 questions. Alors, des gens qui n'ont pas pris la parole jusqu'à présent, en particulier un monsieur qui vient du Portugal et qui est étudiant en économie. Que les gens qui vous posent des questions répondent et que ce soit eux qui répondent. Voilà. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Je m'appelle Adriano Dovale, je suis étudiant à Paris 13, je suis doctorant en économie. Et suite aux diverses interventions, je voudrais mettre un peu de nuance. En effet, il me semble qu'il y a différents diagnostics déjà, et du coup on n'est pas tous d'accord sur le diagnostic, le constat, et on n'est pas tous d'accord non plus sur les solutions à apporter. Mais il me semble qu'il y a des points communs, des préoccupations communes et des objectifs finaux communs. Tout le monde veut de la stabilité bancaire et financière, tout le monde veut, dans un degré différent, une certaine stabilité monétaire. Alors sur le constat, 2 points uniquement, sur quelle est la nature de la création monétaire. Il me semble qu'il y a un peu de confusion qui est traînée aujourd'hui. Et deuxième point, est-ce la faute uniquement à la création monétaire, à la financiarisation, aux deux phénomènes mélangés? Donc pour aller vite, il y a 4 théories qui ont été avancées aujourd'hui du rôle des banques. Un monsieur a même mentionné les banques comme coffre-fort. Ça, il me semble que tout le monde a un peu oublié quelque part aujourd'hui. Les gens pensent plutôt que c'est des intermédiaires financiers. Et la littérature économique le dit. Puis M. Gomez a mentionné, il me semble, la théorie du système des réserves fractionnaires. Et M. Lafay, M. Keane et M. Sterlignac prônent la théorie de la création monétaire ex nihilo, donc sans contrainte de réserve préalable. Il me semble que la vraie, et les banques centrales reconnaissent, c'est la théorie de la création de monnaie de crédit sans contrainte préalable de réserve de la Banque centrale. Donc parler de monnaie de base, il me semble, c'est un peu contre-productif là-dedans. Pour le constat, est-ce la faute à la création monétaire, à la financiarisation? Bon, il faut être un peu humble là-dedans, c'est pas clair et net, mais je serais pour que l'on admette tous ensemble, avec M. Sterlignac, que, en effet, la financiarisation de l'économie est peut-être le problème majeur, et qu'ensuite la création monétaire peut grossir
peut générer des effets cumulatifs des cycles financiers. Donc la création bancaire, de monnaie par les banques, vient nourrir les cycles financiers et les approfondir. Mais peut-être que le problème n'est pas uniquement la création monétaire par les banques, même si je suis sympathique avec la monnaie pleine. Et au niveau des alternatives, là aussi, il ne faut pas être fermé. Bien sûr, la monnaie pleine est une possibilité. La séparation des banques en est une autre. La nationalisation des banques de dépôt en est une autre. Les réglementations de conduite, l'encadrement du crédit, les réglementations prudentielles. Donc il y en a une palette énorme avec des avantages et des inconvénients. Et il serait dommage que l'on se tire les uns sur les autres du simple fait que les uns ne sont pas d'accord avec nous sur la proposition à choisir. Merci. Alors attendez, je viens d'ici vous donner le micro, mais il y a des personnes qui ont demandé depuis un certain temps. Allez-y, puisque vous êtes prêts. Alors moi, j'aimerais dire une chose très simple. Si je regarde juste le plan de la création, de la production que la Terre nous donne, elle n'a jamais rien donné à partir de rien. Il y a toujours eu quelque chose d'abord. C'est automatique. Vous pouvez vous mettre devant un plant de maïs ou une tige de tomate. Vous avez faim. Le légume n'est pas encore là. Vous pouvez crier que vous avez faim. Vous pouvez taper des pieds. Je vous assure que vous n'aurez pas votre légume plus vite. Et pour moi, une chose est claire. Nous sommes censés vivre dans un monde qui produit d'abord quelque chose avec un avoir qui est concret. Et là-dessus, soyons juste heureux si de temps en temps nous accordons des crédits. Et je reviens encore juste un petit peu plus loin en arrière. Certains sont partis sur des principes religieux, d'autres pas forcément. Dans mon cas, je sais que quelque part dans la Bible, on avait même une mention qui disait au bout de 7 ans, on efface la dette et on repart de nouveau à zéro, ce qui était aussi une très bonne solution derrière. Donc les solutions, elles existent. Je voulais seulement mettre sur l'accent qu'on doit toujours penser qu'on commence d'abord par quelque chose qui existe. Voilà. Il y avait... Oui, le professeur l'a fait, il n'a pas besoin de mon micro. Voilà. Oui, Henri Sardignac nous a dit tout à l'heure, on n'a jamais essayé la monnaie pleine. En fait, c'est pas vrai. Je vais faire référence ici à Philippe Bourset de Carvon, Philippe Bourset de Carvon, c'est très bien que, il expliquait la semaine dernière que Roosevelt, quand il était confronté à la crise des années 30, il a mis le Glass-Steagall Act, qui d'ailleurs a été démoli plusieurs dizaines d'années après par Clinton. Mais il avait aussi envisagé la monnaie pleine. Et alors, ça n'a pas été fait parce qu'il y a eu quelqu'un qui était derrière le projet qui a été assassiné à cette époque-là. Absolument. Absolument, absolument. C'était en 1935, le Banking Act avait été préparé par un économiste qui était conseiller, qui s'appelait Lochlin Curry. Je te laisse la parole. Lochlin Curry qui avait tout préparé, et il y avait un article pour le taux de réserve obligatoire, et tout était préparé pour que, en fait, un sénateur qui était le leader de la majorité, impose le 100%. Et ce sénateur, qui s'appelle le sénateur Cutting, a pris l'avion à Washington, et l'avion a explosé avec son équipe. Voilà. Et son équipe. Bon, voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, mais c'est pas le seul. Et donc, ce qui a été le compromis qui a été fait, c'est effectivement un taux de réserve obligatoire de 35%. Voilà. Donc on a échappé, si je peux suivre monsieur Chanel, on a échappé à la monnaie pleine du fait de... D'un assassinat. Puisqu'on évoque l'histoire, et en particulier l'histoire des États-Unis, effectivement, le projet 100% monnaie devait être adopté en 1934. Je rappelle pour les dates, en 1932, Roosevelt est élu pour la première fois. En 1932, vous avez le maximum de chômage aux États-Unis. En 1932, le PIB des États-Unis a été réduit d'1 tiers.
Donc, toutes les villes sont pleines, toutes les places des villes et les comment dirais-je, les parcs publics sont bourrés, sont des villages de tentes, de gueux, de mendiants. C'est cela la situation. Le Glass-Steagall Act est forcé par l'opinion, avec une réticence formidable du comité des banques à l'époque. Il a fallu la commission Pecora et la retransmission qu'a fait Roosevelt auprès de la population, qui a soulevé d'indignation la population. Il a découvert les turpitudes. Un certain nombre de très grands banquiers ont été condamnés à la prison à vie. Ça ne s'est jamais revu depuis. Mais je vais arriver tout de suite à une chose qu'on a oubliée. Il y a eu on parle beaucoup aujourd'hui à propos de Trump d'un deep state, un état profond, qui s'opposerait aux décisions de Trump. Mais là, c'est une vieille tradition aux États-Unis. Il y avait un deep state qui a officiellement, et c'est dans les chroniques ouvertes, qui a officiellement préparé un coup d'État pour renverser, pour arrêter Roosevelt et le renverser, le nouveau président, avec 400 000 hommes, avec un certain nombre de généraux, 400 000 hommes sur les États-Unis, hommes d'armée, de l'armée, Pentagone. À l'époque, c'était pas le Pentagone, c'était pas encore si, il n'était pas construit. Donc, mais c'était l'armée. Et ils avaient pris à leur tête une gloire la plus populaire de l'époque, il s'appelait le général Smedley Butler. Et Smedley Butler a témoigné devant les commissions du Sénat, c'est les commissions Martin, vous la retrouverez, on trouve sur Internet, il donne les noms. Il dénonce tout cela. Dans l'histoire américaine, c'est appelé officiellement le business plot. C'est pas enseigné à Sciences Po, mais c'est vrai. Mais c'est sur Wikipédia. Parlez de Jackie's Island. Mais le business plot est une réalité historique de l'histoire des États-Unis. Et vous la trouvez parfaitement si vous la cherchez. Et vous avez tous les détails si vous les cherchez, qui ne sont pas enseignés, en tout cas en France. Donc beaucoup de gens ignorent cela et découvrent incrédules qu'il peut exister en dehors des institutions. Quand les choses ne vont pas dans le sens de gens extrêmement puissants, ben, il peut arriver même une tentative de putsch, voire un putsch. Même dans les grandes démocraties. Mais c'est toute l'histoire. Non, mais on va parler uniquement de ça. Donc c'est très important de se rappeler ces réalités. Quant à la mort du sénateur Curson et de son équipe, qui a été évoqué, et son équipe pour empêcher la législation sur 100% moderne. Auparavant, il y avait eu les 3 tentatives d'assassinat sur le président de la commission des banques. Ben, voilà, je vais arrêter. Les banques financent les guerres. C'est la théorie du complot, ça. C'est l'histoire. La réalité. Avec l'argent des impôts des contribuables. Puisqu'Henri Sterdignac m'a mis en cause, je voudrais prendre 30 secondes pour dire que c'était un pas dans la bonne direction, la monnaie pleine, et que d'autre part, elle n'est pas là pour résoudre tous les problèmes de la crise financière. Elle résout essentiellement le problème du bien public disparu qui s'appelle la sécurité des encaisses des ménages et des entreprises. Voilà. Bien, merci. Il est 6h30. Je vais remettre fin à ce débat. Les banquiers honnêtement, je ne pensais pas que ça donnerait lieu à de tels écharpements. Mais bon. Et je pensais que la discussion serait plus calme. Non, mais c'était bien. Je vous propose, si vous voulez, on a un dîner qui est organisé à la Maison des Politiciens. S'il y en a qui peuvent se rendre libres, il y aura sans doute un certain nombre de places. Alors,
en direct dans cette salle. Je n'ai plus le numéro de la salle, mais en tout cas, nous sommes bel et bien à l'Assemblée nationale pour un colloque sur la monnaie pleine, avec un tapis d'orateurs intéressant, un débat très contradictoire où s'affrontent à la fois au sein de la tribune les protagonistes de la maison de la monnaie pleine et les protagonistes de la finance traditionnelle. Et puis aussi un débat aussi avec le public qui a pu s'exprimer, comme moi-même et d'autres intervenants, avec passion, fougue, énergie, justesse, les propos de la salle pour les remettre en perspective dans un monde un peu plus humain, alors que le monde des finances, froid, reptilien, j'oserais le mot, et cette froidure qui nous glace, n'est-ce pas, avec des termes incompréhensibles. J'ai même formulé l'idée de la didierisation du langage des banquiers, n'est-ce pas, la didierisation du langage, un langage que peu connaissent, avec des mots très alambiqués pour le commun des mortels, de telle manière à nous confondre dans notre stupidité ambiante, n'est-ce pas, afin de mieux nous manipuler. Voilà, vous avez eu un cocktail génial de tirades, d'empoignades. Ça a été vivant, comme est le siège de la démocratie au sein de notre Assemblée nationale. Le malin est comme l'eau. Le malin est comme l'eau. Il s'insinue du haut vers le bas. Partout il y a du vide, utilisant toutes les faiblesses des structures environnantes, pénétrant en profondeur par tous les pores, toutes les anfractuosités, failles et fissures. L'argent en est le principal vecteur. Voilà de quoi est fait notre trame prégnante de notre société mondialisée économiquement, comme un corset étranglant notre intimité au plus profond de nous-mêmes, chaque jour un peu plus. Il est temps de commencer à concevoir un nouveau système social terrien post-fric. Il y a eu le troc, puis l'argent. Demain sera le partage. Imaginons un monde où la monnaie est remplacée par nous-mêmes. Un enfant naît quelque part et de par son seul acte de naissance, il bénéficierait de la reconnaissance de toute la communauté humaine dans son ensemble, du droit d'être et d'exister pour la durée de son existence, jusqu'à sa mort. Cela impliquerait que tous ses besoins existentiels et les nombreuses solutions de facilité et de confort seront offerts gratuitement tout au long de sa vie. C'est une reconnaissance bienveillante, pleine d'amour, venant de cette humanité, et aussi une preuve d'une totale confiance pour le futur de ce nouveau-né. Philippe Rancillon, juillet 2015. Écrivons ensemble la charte de la terriennité de demain.